Chers camarades, je vous envoie mes salutations au nom du Parti communiste suisse et je crée cette occasion pour vous envoyer aussi nos félicitations pour le centenaire de la fondation de votre parti, du Parti communiste français, à l'occasion du congrès de Tours en 1920. Dans cette vidéo message, je voudrais vous illustrer les traits principaux de la gestion de la pandémie en Suisse et l'action de notre parti face à la crise sanitaire qu'on connaît comme vous depuis le début de cette année. Commençons peut-être par une évidence qui parle de Suisse, parle de fédéralisme. Notre pays, comme vous le savez, est en effet une confédération de 26 cantons qui ont une large autonomie dans différents domaines. Et cela explique pourquoi la première réponse à la pandémie a été très fragmentée, avec des tensions parfois très fortes entre la confédération et les cantons les plus touchés, notamment le Tessin qui se trouve au sud de la Suisse à la frontière avec l'Italie, donc des tensions sur les mesures sanitaires adoptées qui n'étaient pas forcément les mêmes dans tout le pays. Seulement dans un deuxième temps, les autorités fédérales ont décidé d'intervenir de façon claire avec des normes sanitaires valables pour tout le pays et des aides financières pour l'économie nationale. Face à la deuxième vague, même si on nous a dit qu'on avait appris des erreurs du printemps, le même scénario ou presque s'est reproduit avec un certain retrait de l'État fédéral qui a garanti une certaine autonomie face à la situation de chaque canton, mais qui a aussi alimenté les contradictions au sein d'une pléthore de régimes sanitaires différents et a abandonné à lui-même chaque système sanitaire cantonal. Notre parti a donc tout de suite revendiqué une intervention directe et claire de la part de l'État dans la gestion de la crise sanitaire en garantissant que la santé de la population passe devant les profits. Cela n'a malheureusement pourtant été le cas que dans la première phase de la pandémie et seulement dans certaines régions du pays où les syndicats et le patronat se sont accordés pour arrêter les usines et les chantiers de façon à limiter les risques de contagion. En fait, après cette première entente, la réouverture des activités économiques a été assez rapide et la confrontation est maintenant beaucoup plus nette. Les gouvernements des cantons les plus touchés ont en effet décrété la fermeture de toutes les activités de loisirs, mais on continue d'aller travailler, de s'amasser dans les transports publics sans le moindre contrôle sur le lieu de travail. Le Parti communiste a donc revendiqué la réquisition de tous les transports collectifs privés et l'extension des contrôles sur les places de travail afin d'éviter un nouveau lockdown causé par la hausse des contagions. Sur le plan politique, on n'a heureusement pas vécu des dérives autoritaires comme celle du Conseil de défense de M. Macron, mais on assiste tout de même à des tendances visant à centraliser le pouvoir dans les mains de l'exécutif et des exécutifs cantonaux. Si les solutions restent différenciées entre chaque canton, ce qui a permis par exemple à notre parti d'être régulièrement informé par le gouvernement cantonal du Tessin pendant la première vague, la gestion de la crise sanitaire a été largement attribuée à des autorités non élues, à des policiers, à des militaires ou des fonctionnaires sur lesquels le contrôle parlementaire était loin d'être satisfaisant. En raison de la pandémie, certains droits politiques ont d'ailleurs été limités. Les élections communales qui étaient prévues en avril ont été repoussées d'une année, tandis que la récolte de signatures, essentielle dans notre pays pour assurer le droit de contester en votation populaire une loi qui a été approuvée par le Parlement, donc ce droit est beaucoup plus difficile à appliquer à cause des normes sanitaires qui sont mises en place. Nous avons donc invoqué à plusieurs reprises le respect des garanties constitutionnelles et du rôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement, en exigeant aussi que la compétence décisionnelle soit toujours attribuée aux politiciens et non pas aux fonctionnaires. À niveau sanitaire, les défaillances de notre système sanitaire ont ressorti largement durant cette pandémie. Si les hôpitaux suisses n'ont pas été submergés par le coronavirus comme ça a été le cas en Italie, la pression a monté beaucoup pendant le printemps et aussi pendant l'automne, mettant en évidence l'insuffisance du personnel soignant, dont une grande partie provient souvent de l'étranger et nous expose à un risque de manque d'infirmiers et de médecins. Par ailleurs, un nombre important de travailleurs a été embauché dans les hôpitaux avec des contrats précaires en printemps, et après la fin de la première vague, une grande partie de ceux-ci a été licenciée, en laissant nos structures sanitaires démunies du personnel nécessaire face à cette deuxième vague. La concurrence des hôpitaux publics avec les cliniques privées a constitué un autre obstacle majeur, avec chaque structure qui cherchait à faire valoir ses intérêts sans forcément se soucier de la santé publique. Le Parti communiste a donc revendiqué le renforcement des effectifs, de la formation et des droits du personnel soignant, en soutenant aussi la mobilisation syndicale qui a eu lieu en cet automne.
tout en critiquant les cliniques privées qui s'intéressaient davantage à leur bilan qu'aux nécessités sanitaires posées par la pandémie. Pour conclure, je tiens à vous signaler la mobilisation massive de forces armées, la plus grande après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 8000 soldats mobilisés pour soutenir le personnel soignant des hôpitaux, comme ça a été dit par le gouvernement, ce qui en fait n'a absolument pas été le cas à cause des casernes qui n'étaient pas équipées pour gérer cette situation sanitaire, des ambulances militaires défectueuses qui ont empêché le transport des malades, et aussi, et peut-être surtout, de l'insuffisance de formation des soldats qui ont plus entravé que soutenu le personnel soignant dans les hôpitaux où ils étaient mobilisés. Ceci n'a pas empêché le gouvernement de présenter ces soldats comme des sauveurs de la patrie, de façon à relancer l'image de l'armée et à ralentir la crise en recrutement qu'on vit depuis quelques années d'ici là, mais aussi en vue du vote populaire sur les nouveaux avions de combat qui a eu lieu en septembre dernier. De manière spéculaire, le rôle des objecteurs de conscience qui peuvent prêter un service civil substitutif à la place du service militaire a été largement mis de côté, même s'il a été beaucoup plus grand et important que celui de l'armée. Notre parti s'est donc mobilisé pour dénoncer cette propagande militariste et défendre l'objection de conscience qui a risqué d'être à nouveau restreinte dans le cadre d'une réforme qui a heureusement été refusée par le Parlement, mais face à laquelle on était prêt à lancer le référendum. En espérant donc que toutes ces considérations puissent vous aider dans l'analyse de votre situation et dans la lutte conséquente, je vous envoie mes salutations et mes meilleurs vœux de succès. Bon travail et à la lutte.